Dominique Desjeux. Donc, on avait lancé ce matin le défi qui était de la restitution de notre journée. Et Dominique Desjeux va donc se lancer. Je sais pas si on n'entend rien, c'est pas grave. J'ai rien à dire de toute façon. Hein? Oui. On entend là? Ça, tu n'entends pas, toi, Bernard? C'est pas grave. Donc, quand on dit, je répète mon accroche, je vais être bref, vous vous installez, vous savez qu'il va être long. Comme la question courte tout à l'heure d'Evelyne, que je ne connais pas, mais c'est une question, je savais qu'elle serait longue. Pour ne rien vous cacher, vous êtes sûr qu'il y a un truc derrière qui est caché. J'en passe, c'est des meilleurs. J'ai une première remarque qui me fascine, c'est que ça fait une journée qu'on discute, qu'on parle, qu'on s'écoute, qu'on répond, sans engueulade. Moi, je trouve que c'est un changement extraordinaire. Quand je compare, je vais faire une comparaison exagérée, à mai 68, parce que c'était ma jeunesse, où ça gueulait un peu plus. Hein. Donc, quelque part, pourquoi je dis ça, c'est que je suis frappé de l'écart qu'il y a entre ce que j'entends à la radio ou à la télé et ce que j'observe tous les jours dans un tas d'endroits où c'est bourré de discussions. Et quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie en France, qu'il y a le haut et le bas, ici, on est ni en bas ni en haut, on est au milieu, et ça discute, et on progresse. Voilà, je voulais faire une remarque positive. Après cette remarque positive, qui peut être négative pour ceux qui n'aiment pas qu'on s'écoute et qu'on discute, hein, ceux qui veulent être radical, c'est tout à l'heure comme ceux qui veulent souffrir, on a le droit aussi, hein, c'est pas un problème. On a tous les droits de ce côté-là, du moins qu'on ne fait pas chier les autres, hein, c'est une citation hein, de Font et Val. Ce qui m'a frappé, à travers tout ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, moi, ce que je cherche quand j'écoute un groupe comme celui-là, j'essaye de me dire à chaque fois à quel endroit on est. Et évidemment, moi, j'écoute avec mes échelles, j'écoute avec mes systèmes d'action. Si je prends un système d'action, moi je prends la société comme un grand système d'action et on voit bien qu'on est passé d'un côté à l'arrivée de nouvelles technologies dans des organisations ou dans des foyers et qu'au final on a discuté d'une profession, c'est-à-dire qu'on est tout à fait ailleurs que dans le processus d'innovation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça la vraie vie. Ou bien on a plusieurs fois discuté, soit des niveaux très macro, comme tout à l'heure quand on a cité les différents niveaux d'analyse quantitative, ou à des niveaux très psychologiques quand on a fait de la psychologie du travail. Mais globalement, ce que j'ai plutôt retenu, c'est au milieu, ce que moi j'appelle l'échelle mésosociale ou microsociale, peu importe. Ce que j'appelle une échelle, c'est une focale ou un découpage dans la réalité. Je ne crois absolument pas aux approches globales, je ne crois qu'à des approches avec des focales, et à chaque focale avec des angles. Par contre, on communique sur nos différentes focales. Et c'est à travers cette discussion telle qu'on l'a ici, du type pluridisciplinaire, qu'on progresse chacun dans nos métiers. On va tirer de ce que raconte. On ne va pas abandonner ce qu'on observe, ce n'est pas la peine, mais au contraire, on va ajouter à nos observations les observations des autres. Et à partir de ça, on va mieux agir éventuellement, parce que c'est comme ça un des buts. Alors ce que je voulais noter, c'était l'idée générale sur les innovations, qui est qu'on voit bien que les innovations numériques ou digitales en matière de santé sont quelque part organisées par un mouvement général, et je crois que plusieurs fois on a rappelé qu'il fallait contextualiser, c'est ça l'idée. Hein. Il n'y a pas que la santé qui a des problèmes, il y a plein d'autres secteurs qui ont des problèmes, et l'innovation ne se réduit pas au ménage ou à l'habitat ou au domicile, même si moi je travaille plus là-dessus aussi, bien évidemment. Et donc ce qui est intéressant, je l'ai noté comme un élément, c'est ce qu'on a appelé le virage domiciliaire. Ça, c'est une donnée intéressante. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a un courant, probablement lié à la politique publique, hein, qui fait que le domicile devient un lieu plus central qu'il n'était avant. Donc, ça va changer tout le système d'innovation. Après ça, j'ai noté le deuxième point intéressant. Tout ce qui a été raconté aujourd'hui, et il me semble qu'il y a un léger coup d'œil sociologique dans tout ça. Ça, c'est pour mes collègues et néanmoins amis avec qui je travaille depuis des années. On voit bien que l'innovation, ce n'est pas simplement une invention par un individu génial à un moment donné, c'est un processus social qui se développe dans le temps. Et tout le monde a décrit des effets de réseau, des effets de normes de groupe, etc., etc. Donc c'est intéressant de bien comprendre qu'il y a des inventions qui vont se transformer en innovation, et l'innovation, c'est le processus, l'itinéraire, le processus social d'adoption et de transformation de l'innovation.
quels que soient les objets, que ce soit le tapis, non pas le tapis volant, mais le tapis de bain, ou que ce soit le fauteuil auto, que ce soit l'ergosquelette, enfin tout ce qu'on a vu comme invention puis innovation, était dans un processus. Donc c'est un point important à retenir. Pour que quelque chose se diffuse, eh bien, ça se diffuse dans du temps, ça se diffuse collectivement et ça se diffuse dans le temps, etc. Après ça, j'ai noté plein de choses sur qu'est-ce qui faisait qu'une innovation freinait ou au contraire se développait. Donc il y en a plein. Hein. Donc par exemple, j'ai noté si une innovation, est-ce qu'elle simplifie ou est-ce qu'elle complexifie la vie? La réponse c'est si elle complexifie, il n'y a pas beaucoup de chances de marcher. J'ai noté des effets de normes de groupe. On l'a vu tout à l'heure, c'était en psycho du travail. Moi, je le vois aussi souvent. Si le groupe est pour ou si le groupe est contre, ben, ça va favoriser ou pas le développement d'innovation. Dans les contraintes, j'ai noté, par exemple, des petits détails. Quand on a parlé de l'adaptation du tapis de bain pour faire des mesures de poids sur le lit, sur un lit médicalisé, eh bien, il nous a été expliqué que là, il fallait peut-être avoir des capteurs plus souples. Ça veut dire que la technologie est toujours là. Elle a aussi des contraintes. Il y a des contraintes proprement technologiques. Là, ce que j'ai montré, c'est des contraintes humaines. À chaque fois, je me demande, et en écoutant là, c'est qui gagne, qui perd à l'innovation. Donc, c'est les questions qu'on se pose quand on travaille sur les innovations. J'ai noté aussi des questions de coût, évidemment. Si le coût est trop élevé, ben, ça ne passera pas. Alors aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises. Ils veulent tous se mettre sur ce qu'on appelle le premium. J'adore ces mots de marketing. J'adore, étant évidemment une antiphrase. Hein. Ils veulent se mettre sur le premium. Le premium, c'est 10% de la population. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Si c'est trop élevé, ça ne marche pas. Donc on descend, on baisse les coûts. J'ai noté l'importance, on le retrouve partout, mais on le voyait beaucoup au début, l'importance des objets comme analyseur, donc les objets, là c'est les objets numériques, comme analyseur du jeu des acteurs, et donc analyseur de ceux qui vont être pour et de ceux qui vont être contre, etc. Donc les objets là, et c'est important parce que dans d'autres approches, on oublie ce qu'on appelle, nous, en anthropologie, la culture matérielle, on oublie les objets, alors qu'ils jouent un rôle très important de médiation, pour prendre un mot à la mode aujourd'hui. Un truc aussi important, parce que j'y suis sensible, c'est ce que j'ai noté comme la fatigue d'apprendre. Moi, je passe mon temps à apprendre des nouvelles applications parce que je fais de la photo, je fais des montages, je fais ChatGPT, je fais je sais pas quoi. Bon, j'apprends, j'en ai ras-le-bol. Et j'ai ma banque qui me demande un nouveau mot de passe. Et vous voyez, bon, là tout d'un coup, on nous amène une nouvelle technologie. On va se dire, écoutez les gars, nous on est fatigués, hein, on n'en peut plus. Vraiment, là, bon. C'est important. Une des plus belles enquêtes que j'ai faites en 1995, c'est au ministère de l'Équipement sur l'arrivée, le passage de Word 2 à Word 6. Et on s'est rendu compte que les plus enthousiastes pour Word 2, sur qui on se comptait pour passer à Word 6, on dit les gars, nous on arrête. Ils étaient épuisés par les efforts qu'ils avaient dépensés pour passer de je ne sais pas quoi à Word 2. Ça m'est resté. Et je trouve qu'on la voit très bien là. Donc ça veut dire que quand on fait rentrer une invention pour qu'elle devienne une innovation, il faut regarder à quel moment elle rentre dans l'organisation ou dans le ménage. C'est important. Donc la fenêtre de tir, c'est ce qu'on appelle souvent, j'aime bien ce mot-là, la fenêtre de tir, je ne sais pas, j'ai vu ça avec les enfants, j'ai fait un papier une fois, comment les enfants manipulent les parents. Bon, il y avait un gamin, il avait 10 ans, et il disait, il montrait comment il manipulait sa maman, il disait, sauf une fois par mois, elle est un peu plus nerveuse, là, je me calme. Bon, c'est un observateur, c'est sûr. C'est pareil. Vous avez le mois de juin, vous avez le mois de décembre, vous avez un manager, ce n'est pas le moment de lui demander une augmentation. Il est en train de s'enquiquiner avec tous les qu'on appelle ça, vous savez, les tableaux qu'il faut remplir pour le reporting. Voilà, je cherchais le mot, c'est important. Bon, c'est intéressant. Oui, ce que je suis en train de montrer là, c'est qu'une innovation, donc un processus social, c'est sur un itinéraire, elle devrait du reste échouer 9 fois sur 10, ce qui n'est pas faux du reste, en plus de ça, quand on regarde vraiment, quand vous partez des inventions pour arriver à l'innovation, c'est-à-dire le moment où elle marche, en réalité, il y en a une sur 1000 qui marche. Ça, je m'excuse de ma comparaison, mais elle est trop scientifique, mais c'est pas grave. Ça ressemble beaucoup aux spermatozoïdes, hein, il n'y en a pas beaucoup qui marchent. Hein. Il y en a un ou deux qui arrivent au résultat final. C'est à peu près pareil sur les innovations. Autre question classique, est-ce que l'innovation fait gagner du temps ou pas? Si elle ne fait pas gagner de temps, ce n'est pas la peine d'insister. Si elle fait perdre du temps, on ne va pas y arriver. Alors, il y en a qui ont bien expliqué, et c'est vrai. Si moi j'ai le temps et que j'ai
tout ce qu'il faut pour investir, dans 6 mois, je gagnerai du temps. Tout le monde n'a pas ce mode de raisonnement-là. Donc c'est intéressant. Vous voyez ce que j'ai listé là, c'est tout ce que j'observe pour essayer de comprendre à partir de ce que vous avez dit. Moi, je suis très inductif, je pars de ce que disent les gens, bon, mais à la fin, j'ai des petits modèles dans la tête et je veux toujours comprendre l'écart qu'il y a entre les représentations, les perceptions, les valeurs et les pratiques. Et j'explique cet écart par toutes ces contraintes. Contraintes de jeu social, contraintes matérielles, contraintes logistiques. Et dans les contraintes logistiques, je vous en donne une qui me paraît fondamentale aujourd'hui et un risque qui nous pèse très fortement sur la tête, c'est la panne d'énergie électrique pendant 1 mois ou 2 mois en cas de panne terroriste, militaire. Aujourd'hui, on peut en parler. Quand on disait la guerre, il y a 10 ans, on disait que pourquoi des jeux parlent toujours de guerre. Parce que j'ai été élevé là-dedans, mon père avait fait la guerre à cheval. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En termes d'énergie, c'est intéressant, c'est l'énergie animale quand même, hein, en 1939. On était encore à cheval. Bon. Et quelque part aujourd'hui, le risque de guerre n'est pas si éloigné que ça. Le risque terroriste n'est pas plus éloigné non plus, etc., etc. Aujourd'hui, ce dont il faut tenir compte, vous allez voir pourquoi c'est intéressant. On peut se retrouver sans électricité. Tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, s'il n'y a plus d'énergie électrique, qu'est-ce qu'on fait avec notre numérique? Rien. Donc ça veut dire que plusieurs fois ça a été évoqué, je l'ai noté à cause de ça, qu'en fait il faut garder un double apprentissage. Il faut continuer à apprendre le numérique, ça j'en suis assez convaincu, et en même temps il faut garder, il y a un mot qui a été utilisé qui était vachement bien, ce sont les technologies qui désapprennent. Il faut continuer à garder les vieilles techniques d'apprentissage, j'allais dire à la main pour faire vite. Je pense au GPS. Moi, bizarrement, quand je me promène, je regarde toujours où je suis, au nord, s'il y a du soleil, hein, au nord, au sud. Je ne sais pas lire les étoiles, malheureusement, mais je me repère toujours comme ça. Ce qui fait que je me repère. Quand j'ai vécu pendant 8 ans en Afrique, j'avais un problème, c'est que j'étais au sud de l'équateur, et quand je rentrais en France, je ne savais plus où j'étais, parce que, évidemment, le soleil n'est plus au nord quand on est en France. Bon, mais je me repère, je me suis habitué à changer mon soleil du nord au sud, suivant que je suis au sud, au nord de l'équateur. Mais c'est intéressant. Pareil, en bateau, j'ai fait du bateau, il fallait apprendre la boussole, le sextant, etc. On a des GPS, c'est quand même moins fatigant aujourd'hui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut garder une partie des pratiques manuelles. De même que j'ai gardé, je ne sais pas moi, des appareils pour lire des CD-ROM. Je ne peux plus lire des floppies. J'ai essayé une fois, mais je n'ai pas trouvé pour lire une floppy. J'ai encore une floppy. S'il y en a qui savent lire ça, ça m'intéresse. Je ne sais même plus ce qu'il y a dessus. Il doit y avoir 3 minutes de floppy. Donc j'ai gardé aussi les appareils pour pouvoir lire des trucs un peu anciens. Floppy, c'est un truc très générationnel. Je ne sais même pas si vous connaissez le mot. Hein. Bon, ça me rassure, c'est que j'ai bien mon âge. Hein. Je ne suis pas plus jeune, hein. C'est ça qui est intéressant. En général, les gens ont peur de faire plus vieux. C'est l'inverse. Quand je dis floppy, je suis content. Bon, je crois que j'ai tout dit sur la partie itinéraire. Je vais faire court, ça veut dire que je vais durer un petit peu quand même. J'en suis où dans le temps? Là, on ne sait pas bien. Alors après ça, ce que j'ai noté, c'était des éléments, des mécanismes que je retrouve dans pas mal de diffusion d'innovation. Récemment, j'ai observé, j'ai fait la même chose que vous, j'ai fait 5 séances d'observation de la diffusion de la table magique, qui est une table, vous savez, qui permet de stimuler les personnes qui ont Alzheimer. Moi, c'était dans le foyer où ma fille, qui est trisomique, était, et j'avais découvert ici, grâce à Bernard et à Jean-Philippe, qu'il y avait une table magique. Je vois la table magique, il y a 4 ans, je crois, je dis, mais c'est formidable, j'en parle au foyer, ils me disent, OK, on va la tester. Et donc, je leur dis, je vais faire mon boulot d'anthropologue, je vais filmer comment ça se diffuse. Et on retrouve des éléments tout à fait proches dans tout ce qui a été dit. Notamment, j'ai noté la gamification. La gamification, aujourd'hui, c'est un des grands moyens. Je suis depuis, je sais plus, 10-15 ans maintenant, j'ai été président d'un groupe de recherche à GIS, Jeux et Société. Et je suis frappé de voir qu'il y a 15 ans, le jeu, ce n'était pas grand-chose, c'était réservé aux jeux de société, à la Française des Jeux, qui était notre sponsor du reste, je ne sais plus quoi. Aujourd'hui, tout est jeu. La gamification est devenue, là je bosse avec une boîte, une start-up qui s'appelle Gamabilis, qui fait des jeux, ce qu'on appelle des serious games. Autrefois on appelait ça des jeux éducatifs, hein. C'est Nathan en quelque sorte, en numérique. Hein. Bon, c'est très bien. Eh bien, je vois que le jeu, c'est un des grands moyens d'apprentissage. Il est même probable que la gamification est un lien avec le changement de management. Toutes les générations qui ont été éduquées à travers le jeu, quelque part, ont un rapport forcément différent au travail. Donc ça, je n'ai jamais réfléchi plus loin à ma réflexion, mais il doit y avoir quelque chose là aussi. Parce qu'une génération, ça change par des pratiques.
Et quand il y a des pratiques communes comme ça change les choses. Ceux qui n'ont jamais joué, ils ne comprennent pas ces gens qui sont tout le temps sur leur téléphone. Nous, quand on était jeunes, mes parents disaient « Pourquoi vous éteignez pas la lumière électrique ?» Bon, maintenant, c'est pourquoi vous êtes toujours sur votre téléphone. Ou, à l'époque, on nous interdisait, dans ma famille à moi, de lire les bandes dessinées, Spirou et Tintin. Parce que ça allait nous abêtir et on allait devenir complètement idiots. C'est pas entièrement faux, peut-être. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, c'est quand même maintenant un 7e art, quasiment, la bande BD, ça me rassure sur toutes les inquiétudes que les parents ont aujourd'hui par rapport à leurs enfants, en me disant, bon, ils vont être abêtis peut-être, mais c'est pas sûr non plus. Je vous dis ça pour vous rassurer pour la suite. J'ai noté aussi un truc très, très inattendu que j'avais vu aussi dans la table magique. Une partie de ces objets numériques rentre dans la valorisation des acteurs professionnels et pas sûrs, mais surtout professionnels. Et ça m'a étonné, notamment pour la table magique. Donc, quand des gens dans une profession ne se sentent pas valorisés, il y en a même qui m'ont dit, c'était l'an dernier, on ose à peine dire maintenant qu'on est au foyer à cause du bouquin sur les EHPAD. Vous vous souvenez de ce bouquin qui est sorti? Moi, j'aime pas ce bouquin. C'est pas qu'il est faux, mais il ne montre qu'une partie du problème, qu'un cas, qu'il a exagéré. Le cas est vrai, c'est pas. Il est vrai, je pense qu'il est vrai, il a fait son boulot. N'empêche que le coût que ça a sur le milieu des éducateurs spécialisés ou éducateurs tout court n'est pas négligeable. Donc il faut faire attention avant de se focaliser là-dessus. Le point intéressant, c'est que cette table magique, et plusieurs fois ça a été cité dans les objets techniques qui ont été évoqués aujourd'hui, valorise le milieu professionnel. Ça rentre dans le management aussi. C'est intéressant, je n'avais pas pensé à ça avant, c'est pour ça que je vous le dis. Ensuite, l'éthique. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'éthique, c'est un terme, parce que comme moi je ne suis pas très fort sur l'éthique, ce n'est pas mon truc, parce que j'essaie de ne pas être normatif, mais en même temps je trouve que c'est important. C'est pas parce que ça aussi un truc important, pas parce qu'on n'est pas intéressé par un truc, ou qu'on trouve que son collègue est con, qu'on trouve quand même 9 fois sur 10, en général, puis il ne pense pas comme nous, donc forcément il n'est pas très intelligent, ça c'est normal. Le 1% qui pense comme nous, ceux-là sont intelligents. Bon, une fois que vous avez compris ce que c'est que l'intelligence, ça va mieux. Mais dans l'histoire de l'éthique, ce que je trouve intéressant, c'est le mot cadre de confiance. Ça m'a plu. Je me suis dit, voilà un joli mot qui enchante. On peut le garder. Deuxièmement, j'ai noté une question sans réponse, mais qui m'intéresse bien, c'est celle des élections. Il y a juste une réponse, c'est inquiétant. Je confirme, c'est inquiétant. Et je place une petite publicité en passant. J'ai un de mes fils, j'ai 4 enfants. On me demande pourquoi j'ai fait 4 enfants. Je dis, j'en sais rien, moi c'est nerveux, c'est pas... Bon, je suis très content d'en avoir fait 4. Lui, c'est le dernier, il est sociologue et il travaille sur le handicap. Et il vient de sortir un livre sur les élus politiques qui sont handicapés. Très intéressant, parce qu'il va montrer tous les problèmes de logistique et les coûts, etc., des personnes handicapées, que j'assimile souvent aux personnes qui sont très vieillissantes, parce que souvent c'est des problèmes qui sont décalés à 20 ans de différence. Et puis l'addiction qui a été posée. Ça, c'est un problème absolument passionnant, parce qu'aujourd'hui, on est sur des formes d'addiction que j'ai découvertes il y a 15 ans. Je ne les connaissais pas avant. C'est ce qu'on appelle l'addiction sans substance. Et aujourd'hui, la plupart des formes d'addiction sont des formes d'addiction sans substance. Ce n'est pas des drogues. Évidemment que ça existe toujours, ça. Mais les nouvelles formes d'addiction sont des formes d'addiction sans substance. Une des aussi grandes, pour moi ça c'est une grande règle, une grande régularité, on va dire, dans la diffusion des innovations, c'est la réinterprétation. Pour qu'une invention se diffuse, il faut qu'elle soit transformée, on appelle ça réinterpréter, réapproprier, peu importe les termes, ça c'est pareil pour moi, il faut qu'elle soit transformée par le milieu dans lequel elle va être introduite et qu'elle change de milieu. Si elle change de milieu et qu'elle s'applique ailleurs, il y a eu plusieurs cas cités, on est pratiquement sûr que ça marchera. Si par contre l'inventeur ne veut pas qu'on touche à son invention, eh bien l'invention restera au pied de l'inventeur et n'ira pas plus loin. Et il faut qu'elle change. Moi des fois on me dit « Ah c'est formidable ce que vous avez dit ». Alors je demande tout content, qu'est-ce que j'ai dit? On me raconte un truc que j'ai jamais dit, mais c'est pas grave. Ils ont retenu ça, c'est leur truc, bon voilà. Bon. Ça fait soigner l'ego, c'est très bien pour ça, c'est épatant. J'ai noté enfin l'importance du business model, ça me passionne, parce qu'aujourd'hui, de façon plus générale, dans la transition écologique ou la transition énergétique, peu importe les termes, il faut qu'on consomme moins de matières premières, moins d'énergie fossile, moins d'eau et moins de protéines animales, bon, parce que sinon on va avoir la guerre tout simplement, déjà. Eh bien, à chaque fois, je regarde comment, pour les entreprises, parce que c'est là que ça le bouffe le plus d'énergie fossile, ça change le business model. En quoi
la transition écologique menace ou pas le business model. Si vous ne regardez pas ça, on va regarder les petits oiseaux. Non, le business model, c'est central. Ce n'est pas une vision très idéale de la vie, mais c'est la survie qui est derrière. Donc si vous menacez le business model, de n'importe quoi du reste, si vous menacez la survie de n'importe quel acteur, il va résister, aussi intelligent soit-il. Bon, j'ai encore sûrement d'autres choses à dire, mais c'est déjà pas mal. Ah oui, si j'avais une question, à quel moment faut-il se poser la question de l'acceptabilité ? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut le faire au démarrage de l'invention. Moi, je dis, c'est pas sûr. J'ai observé plusieurs fois. Alors, ce qu'on appelle la coproduction, je suis assez favorable à ça. Hein. Moi, je préfère personnellement, en tant qu'anthropologue, être au début et de regarder et de participer à la coproduction. Ça, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte, comme c'est assez rare qu'on nous demande à ce moment-là, que si j'interviens au moment où la fusée décolle, j'allais dire, c'est ça l'image, si c'est trop tôt, la fusée s'écrase. Je me souviens une fois, on avait fait une enquête sur l'informatique agricole. Si vous voulez, c'est un sujet large. On en a fait un livre qui s'est vendu à 173 exemplaires. Un succès de librairie s'il en est. J'ai encore le chiffre en tête. Ce n'est pas tous les jours qu'on vend 173 exemplaires. Hein. Enfin, moi, mes bouquins, ils se vendent quand même à 500-600, pas plus. Hein. C'est ce que j'appelle des livres. Ils ne sont pas compliqués à lire, mais c'est des livres scientifiques. Hein. Donc, c'est des livres... voilà. Je ferme la parenthèse sur l'informatique agricole, mais je ne sais plus ce que je voulais faire sur. Oui, et donc là, je me suis rendu compte que dans notre enquête, les gens ont confondu, et c'est normal du reste, comme ça j'ai compris qu'il ne fallait plus le faire, nos analyses qui montraient toutes les contraintes qui empêchaient les agriculteurs d'utiliser les applications qui demandaient 3 jours à être remplies pour prendre une décision, je ne sais pas quoi. Ils ont tous arrêté, j'ai appris ça 10 ans après, à faire ces recherches. Donc pour moi, comme je ne sais pas bien quel type de recherche, quel type d'invention va donner quel type de résultat, ce n'est pas à moi de dire il faut arrêter ou pas arrêter. Ça va se développer petit à petit. Et la grande leçon que je tire de tout ça, c'est qu'en réalité, pour moi, je dis bien pour moi au sens, non pas comme individu, mais comme approche socio-anthropologique, ce qui explique le plus de changements dans ce que je fais. Il n'y a pas que ça, mais c'est un élément important, c'est les contraintes. Moi, je travaille beaucoup sur les crises comme contraintes ou les contraintes comme facteurs de frein ou de potentialité. Et là, je vois depuis 2000, on a 7 crises, on les connaît tous à peu près, et là, on a des vrais changements. Et sous ces crises qui provoquent ces changements, on a tout d'un coup toutes les questions qui apparaissent aujourd'hui. Et on a pour moi du reste, c'est comme ça qu'on a la montée du Rassemblement national. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'angoisse. Et qu'un parti populiste, prenez-le en termes techniques, même si je n'aime pas le populisme, c'est un terme technique, un populisme se développe en prenant les imaginaires des perceptions des gens qui sont angoissés. Les gens ont des vrais problèmes par ailleurs, c'est pas ça que je veux dire, je ne nie pas les problèmes. Mais dans l'imaginaire, on reprend dans l'imaginaire des thèmes de bouc émissaire. Il y en a qui parlent de bouc émissaire, ça dépend des traductions. On prend un bouc émissaire et puis à partir de ça, on résout les problèmes dans l'imaginaire. Je vais m'arrêter là-dessus. Il y a un livre que j'adore, c'est le titre que j'adore, le bouquin est moins marrant à lire, d'Altab, qui est un anthropologue sur Madagascar, sur les Betsimisaraka, qui est un groupe ethnique au fin fond de Madagascar. Le livre s'appelle « Oppression et libération dans l'imaginaire ». L'imaginaire sert à se libérer des oppressions, des contraintes, des malheurs du quotidien. Et un mouvement populiste, c'est un mouvement qui utilise cet imaginaire de victime pour prendre le pouvoir, chasser l'autre fraction de la classe dirigeante. Si vous regardez une partie des diplômes des gens qui vont être élus au Rassemblement national, ils ont fait Sciences Po aussi, hein, comme ceux qui sont chez Macron ou qui sont ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers là-dedans, hein, ou de paysans. Et donc, quelque part, il va se passer ce qui s'est passé en 81. Une fraction de la classe dirigeante qui n'avait pas accès au pouvoir chasse l'autre fraction et prend la place. Voilà ce qu'il fallait dire sur les innovations, le changement et l'avenir rose qui s'annonce devant nous. Voilà. Merci beaucoup pour cette restitution et ouverture. Je vais passer la parole à présent à Madame Huvert, vice-présidente de la recherche de l'Université de Tours, qui va venir clôturer notre journée de colloque. Bien, donc bonjour à toutes et à tous qui êtes restés jusqu'au bout de la journée. Donc moi j'arrive justement au terme de cette journée à laquelle j'ai malheureusement pas pu
complètement assisté, puisque je suis arrivée en retard, mais manifestement qui a été très productif pour ce que j'ai pu voir ou entendre de la dernière table ronde et puis de la restitution. Donc je vais être brève parce que je sais que vous avez justement derrière vous quelques heures de débat exigeant et devant vous un moment de convivialité attendu. Donc, si avant de venir ce matin, vous ne saviez pas ce qu'était un Living Lab, je pense que vous l'aurez maintenant bien compris parce que le YouthTech Lab qui a aujourd'hui fait ce colloque est un exemple particulièrement représentatif de ce que sont les Living Labs. Qu'est-ce que c'est qu'un Living Lab ? C'est un endroit où finalement on expérimente, mais aussi où on réfléchit sur des services, des outils, des usages, pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre les transformations qu'ils induisent. Alors, vous pourriez me dire, c'est de la sociologie, quoi. Oui, il y a des sociologues ici, un certain nombre, mais la spécificité d'un Living Lab, c'est que ces recherches, elles sont menées en impliquant les usagers dès le début de la réflexion et de la conception. Donc c'est très différent d'autres types de recherches, de ce point de vue-là, j'y reviendrai encore tout à l'heure, mais c'est très différent d'autres types de recherches qui, pour certaines d'entre elles, peuvent penser, je dirais, sans les usagers. Et alors dans ces cas-là, les usagers finalement ils arrivent tout au bout de la chaîne et puis ils sont censés recevoir les bienfaits d'une science qui aurait été pensée sans eux ou à leur place. Donc c'est pas des recherches de ce type, c'est aussi très différent de recherches qui peuvent parfois penser ou se produire, se réaliser contre les usagers. Parce que lorsque le chercheur, par exemple, se met en position de surplomb pour finalement inculquer aux usagers les fameuses bonnes pratiques qui sont imaginées par la recherche. Et dans ces cas-là, les usagers, finalement, ils sont envisagés sous l'angle de leur déviance par rapport à cette norme qui est pensée comme unique. Donc les Living Labs, c'est pas ça du tout, c'est justement des structures qui sont, à mon sens, intéressantes parce qu'elles sont susceptibles de donner à la participation ou à la dimension participative de recherche participative toute leur noblesse, hein, le sens de la participation ici, puisqu'on l'a vu dans la table ronde, dans les échanges qui ont eu lieu depuis ce matin. Il y a finalement différents types de personnes, différents types de structures qui travaillent ensemble, chacune avec leurs enjeux, avec leurs problématiques, qui ne sont pas les mêmes, qui ne se retrouvent pas forcément, et avec l'idée que c'est finalement dans la rencontre entre ces enjeux et ces problématiques qu'il y a une véritable transformation de chacun, de chacune, dans sa manière de comprendre les autres, dans sa manière de comprendre le monde, de comprendre son métier, de comprendre sa fonction et d'agir en fonction de ça. Alors pour nous à l'Université de Tours, le YouthTech Lab, il est particulièrement important et je dirais à 3 titres. Le premier, c'est qu'il relève justement pleinement de ce qu'on appelle maintenant, avec la mode, les sciences avec et pour la société. Donc comme s'il pouvait y avoir des sciences sans ou contre, mais bon, peu importe. Donc il relève des sciences avec et pour la société. Oui, il y a des effets de mode autour de cette étiquette un peu nouvelle qui est sortie depuis quelques années. Mais au-delà de ça, l'équipe présidentielle que je représente ici est, je dirais, intimement convaincue de la nécessité de ce rapprochement entre la recherche et la société. D'abord parce que la recherche, elle peut tout simplement pas se faire en dehors de la société. Aussi parce que le chercheur, tout bonnement, fait partie lui-même de la société, c'est aussi un citoyen, et avec certains enjeux qui ont été rappelés à l'instant. Et puis parce que, je dirais, la société, elle est elle aussi en recherche. Et que donc elle a besoin de la recherche puisqu'elle est en recherche. Le deuxième point, ou la deuxième raison pour laquelle le YouthTech Lab est important ici à l'Université de Tours, c'est parce que la thématique de recherche privilégiée, c'est celle de la santé. Et c'est une thématique importante pour un établissement comme le nôtre qui est donc, comme là aussi le dit la formulation consacrée, un établissement pluridisciplinaire avec un secteur santé. Au-delà de ça, c'est aussi une des thématiques fortes de notre établissement. Les liens importants avec le CHU le montrent aussi. C'est ce qu'on appelle là aussi dans le jargon un élément de signature.
Le dernier point, et pour moi il est particulièrement important puisque je suis vice-présidente en charge de recherche en charge des SHS, c'est pas facile à dire. C'est que le Youth Tech Lab, c'est à mon sens un bon exemple de l'importance des SHS dans la recherche. Je dirais qu'au-delà des questions d'acceptabilité sociale auxquelles on essaye parfois, voire souvent ou trop souvent, de réduire la recherche en SHS, il s'agit aussi, ici on l'a bien vu, par les SHS, je dirais, de déconstruire des représentations. Le terme a été utilisé à plusieurs reprises. Déconstruire, ça ne veut pas dire détruire, contrairement à ce que certaines personnes, soi-disant mal informées ou peut-être mal intentionnées, essayent de faire dire au terme déconstruction. Donc ça n'est pas détruire que de déconstruire, c'est justement à l'inverse montrer la manière dont ces représentations, elles sont justement construites. Et si elles sont construites, elles sont nécessairement relatives, contingentes, contextuelles et non pas absolues, catégoriques, immuables. Autrement dit, on a une prise sur elles. Donc les SHS, dans toute cette histoire, elles nous aident tous, nous, à nous poser des questions autrement que par le prisme de l'évidence qui semble s'imposer à nous. Et c'est en ça qu'elles sont importantes. Et la force d'un Living Lab, dans cette idée de penser autrement, c'est de penser cet autrement à plusieurs, en croisant les regards, et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons fait en sorte à l'Université de Tours d'inclure le Youth Tech Lab dans nos actions, dans nos projets structurants. J'en citerai quelques-uns un peu en vrac. Lorsqu'on a eu une visite de la commissaire européenne, c'est vers le Youth Tech Lab qu'on s'est tourné pour organiser une visite. Notre projet Loire-Vallels autour des questions de santé qui comporte un volet important de recherche participative et auquel le Living Lab et le Youth Tech Lab est associé. Notre alliance européenne Neolaya qui justement dans son work package consacré à la recherche a une tâche consacrée au Living Lab. C'est assez intéressant d'en connaître la généalogie. C'est que c'est nos collègues dans ce consortium d'universités européennes, nos collègues de l'université de Örebro en Suède, qui voulaient intégrer un point sur les Living Labs, une tâche sur les Living Labs parce qu'eux-mêmes en avaient et qu'ils voulaient les mettre en évidence. Et puis, quand on a su ça, on a dit c'est super, nous aussi on en a, et on s'est retrouvés finalement du coup porteurs de cette tâche au sein du consortium, et ça permet aussi de faire de ce qui se passe ici, dans ces travaux ici, une référence au plan européen. Voilà, alors tout ça, c'est important, mais évidemment, ça peut paraître galvaudé de le dire, mais je pense que c'est quand même toujours important de le rappeler. Toutes ces actions que vous avez vues aujourd'hui et que j'ai rappelées ici, elles ne seraient pas possibles sans les personnes qui font vivre le Youth Tech Lab au quotidien, qui s'y investissent, qui relèvent différents défis. Je ne peux pas toutes les citer ici, mais en tout cas, je tenais à les remercier bien sincèrement, et peut-être plus particulièrement une qui est Bernard Buron. Il est où? Il est là tout au fond. Puisque après une carrière bien remplie au service de l'établissement, ne te cache pas, après une carrière bien remplie au service de l'établissement, après des fonctions en tant que doyen dans l'UFR Arts et Sciences Humaines, qui t'ont pris du temps, de l'énergie, on sait que ce sont des fonctions exposées, mais il aurait été facile de prendre le temps du repos. Mais Bernard a plutôt pris le risque de se jeter dans une nouvelle aventure, de la faire vivre. Alors, bien sûr, il y a évidemment encore beaucoup de défis à relever pour le Youth Tech Lab, des projets à décrocher, on en a encore parlé au dernier COPIL, une production scientifique à concrétiser, etc. Mais je dirais qu'il n'y aurait pas de défi s'il n'y avait pas de Youth Tech Lab. Et il n'y aurait pas de Youth Tech Lab s'il n'y avait pas eu Bernard Buron à un moment donné pour lancer les choses. Alors Bernard, à l'heure de ton proche départ à la retraite, et même si je sais que tu continueras à œuvrer pour cette structure, c'est bien la moindre des choses ici de reconnaître publiquement ton engagement. Donc je te remercie encore une fois, et je remercie toutes les personnes qui interviennent dans le Living Lab, et puis je laisse surtout la place au temps convivial que vous attendez. Voilà.